Et si la séparation entre l'Europe et la Russie n'était qu'une illusion? Depuis la première fois où l'Europe a goûté aux ressources russes, un lien presque indéchirable s'est noué. Malgré les crises, les embargos et les déclarations fracassantes, les accords se renouvellent, les échanges se poursuivent, souvent à l'abri des regards. À chaque nouveau pic de tension, la même question revient pour les décideurs européens. Peut-on vraiment couper les ponts avec la Russie sans mettre en péril notre économie, nos emplois, ou encore l'accès à des ressources vitales comme l'énergie? Car derrière les discours de rupture, la réalité est tout autre. Plus de 40% des approvisionnements stratégiques de l'Europe proviennent encore de Russie, et la moindre coupure pourrait avoir des conséquences incalculables sur la compétitivité industrielle et la stabilité de tout le continent. Pour comprendre pourquoi cette dépendance persiste, revenons aux racines de cette interdépendance. Depuis des décennies, la Russie et l'Europe tissent une toile économique bien plus solide que les discours politiques ne le laissent croire. Derrière les rivalités affichées, les coopérations réelles se multiplient. Joint-venture entre groupes européens et russes, investissements croisés dans la technologie et même implication de pays tiers comme le Canada, la Grande-Bretagne, la Corée ou l'Inde. Prenons l'exemple du gaz et de l'électricité. Sans les mégastructures partagées, des millions de foyers européens seraient plongés dans le noir. Et ces ressources, parfois à hauteur de 75% des revenus russes sur certaines années, ont façonné une interdépendance que ni les crises ni les sanctions n'ont réussi à briser. Les économies s'ajustent, mais aucune des deux parties ne veut vraiment rompre. La Russie, malgré ses difficultés, conserve un pouvoir de levier majeur, tandis que l'Europe reste dépendante de ces flux pour sa compétitivité industrielle. Oublier cette réalité complexe expose à des erreurs de jugement. Une lecture superficielle du contexte pourrait mener à des décisions politiques risquées, voire à des pertes économiques massives. Mais derrière cette interdépendance, une nouvelle tension grandit. Malgré les sanctions, malgré les discours, pourquoi la Russie reste-t-elle incontournable? Quand on regarde de près, la réponse saute aux yeux. L'Europe n'a jamais vraiment réussi à couper le cordon. Prenons l'exemple du gaz russe. Même au pire moment de la crise, quand tout le monde parlait de se débarrasser de la Russie, les flux n'ont jamais totalement cessé. En Allemagne, par exemple, la question de l'équilibre énergétique est restée centrale, et beaucoup ont découvert à quel point il était difficile, voire impossible, de remplacer du jour au lendemain le gaz et l'électricité venus de Russie. Les tentatives de découplage se sont heurtées à la réalité. L'industrie européenne dépend encore des ressources russes, tant pour sa compétitivité que pour la stabilité de ses emplois. Et si certains accords ont été officiellement suspendus, des contrats ont discrètement continué ou se sont simplement déplacés via des intermédiaires. Pour les citoyens, ça se traduit souvent par une hausse des prix, de l'inflation, voire une menace sur certains emplois industriels. La crainte d'une crise énergétique plane toujours, tout comme celle d'une perte de souveraineté économique. Les entreprises peinent à trouver des alternatives viables. Les États jonglent entre pression politique et nécessité économique. Alors, que réserve l'avenir à cette relation si complexe? Se tourner vers l'avenir, rupture ou adaptation. Si l'on imagine une rupture totale entre la Russie et l'Europe, le scénario est loin d'être sans conséquences. On parle souvent de l'idée d'un découplage énergétique ou technologique, mais concrètement, cela signifierait une envolée des prix de l'énergie, des pénuries dans certains secteurs industriels et une perte sèche en compétitivité pour l'Europe. Rappelons-nous, même après des années de tensions et de sanctions, la Russie a continué d'exporter son gaz, souvent via des voies détournées. Les grandes entreprises ont dû improviser, mais les solutions de remplacement, importation depuis d'autres régions, investissements massifs dans les énergies renouvelables, n'ont pas permis de retrouver l'équilibre d'avant. Beaucoup d'entreprises européennes attendent, espèrent ou s'adaptent à marche forcée. Mais la réalité, c'est que l'Europe reste dépendante, non seulement du gaz, mais aussi de matières premières, de certaines technologies et même de chaînes logistiques entières. Les tentatives de diversification, comme les achats massifs de gaz liquéfié d'autres pays, n'ont fait que déplacer la dépendance, cette fois vers le Moyen-Orient ou l'Asie. Et pendant que l'Europe cherche à se réinventer, la Russie, elle, se tourne de plus en plus vers l'Asie,
accélérant ainsi la montée de nouveaux pôles de puissance. Au final, l'incapacité à retrouver une indépendance rapide expose l'Europe à une perte de souveraineté énergétique et à un risque de déstabilisation politique interne. Pourtant, l'histoire récente nous donne aussi des pistes d'adaptation. Que peuvent faire citoyens, entreprises et décideurs dans ce contexte? Ce qui paraît évident, c'est qu'on ne peut plus compter sur une seule source d'énergie ou un seul partenaire économique. La diversification énergétique n'est plus une option, c'est une nécessité. Investir dans l'innovation, développer nos propres infrastructures en Europe et encourager la production locale peut limiter notre exposition aux crises extérieures. On l'a vu lors des dernières crises, chaque fois qu'une coupure semblait définitive, les échanges reprenaient sous d'autres formes, preuve que les interdépendances ne disparaissent pas du jour au lendemain. Pour les entreprises, comprendre les logiques du marché et anticiper les cycles de crise devient crucial. Cela signifie surveiller les évolutions des prix, diversifier les fournisseurs et se préparer à l'incertitude. Les leçons tirées des accords passés montrent que les ruptures brutales échouent souvent à cause de la réalité des besoins mutuels. Les décideurs, eux, ont la responsabilité de renforcer les alliances européennes pour réduire la vulnérabilité collective, tout en évitant de tomber dans le piège d'une trop grande dépendance envers n'importe quel acteur. Le vrai risque, c'est de rater l'opportunité de bâtir une Europe plus résiliente face aux tensions mondiales. Au bout du compte, une question demeure pour chacun d'entre nous. Face à la réalité, choisirez-vous l'illusion de l'indépendance ou la voie de l'adaptation intelligente? Ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que les relations économiques et technologiques entre la Russie et l'Europe sont loin d'être aussi simples qu'on veut bien le croire. Malgré les sanctions, les embargos et les discours politiques tranchés, la réalité des échanges reste têtue. Le gaz russe continue d'alimenter certaines industries européennes, des contrats complexes sont renégociés en coulisses, et les flux financiers trouvent toujours de nouvelles routes, via des intermédiaires ou des entités offshore. Même lorsque l'Europe tente d'imposer des règles strictes, comme on l'a vu avec les enquêtes et les restrictions sur les ventes, la Russie et ses partenaires trouvent des moyens d'adapter les contrats, évoquant des précédents, parfois aussi anciens que 1990. Rester passif, c'est accepter de subir ces dynamiques sans les comprendre ni les influencer. Alors, devons-nous rester spectateurs ou devenir acteurs de notre avenir énergétique et technologique? Posez-vous la question. Comment, en tant que citoyens, entreprises ou décideurs, pouvons-nous peser sur ces choix stratégiques essentiels pour notre souveraineté? À vous de réfléchir.